Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous revenons sur le vote récent qui a eu lieu au Parlement européen en matière de réglementation des crypto-monnaies, vote qui a eu lieu le 14 mars dernier avec de nombreux rebondissements, on le disait en introduction, puisque nous ne sommes pas passés loin d'une interdiction pure et simple du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sur le sol européen. Sous la pression d'un certain nombre de députés écologistes et socialistes, un amendement avait été rajouté au dernier moment, ou devrais-je dire ajouté à nouveau puisqu'il avait été supprimé puis re-rajouté, un amendement visant à interdire toute crypto-monnaie utilisant un système de proof of work, ce qui concerne donc le Bitcoin, mais aussi l'Ether. Finalement, cet amendement a été rejeté à seulement 8 voix près. Nous décryptons la situation avec Clara Zerbib, avocate chez Orwell, donc cabinet spécialisé dans la blockchain et les crypto-monnaies. Bonjour Clara Zerbib. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors c'est intéressant, on a un écosystème qui se construit au niveau mondial et notamment au niveau européen et on frôle l'interdiction du Bitcoin comme ça quand on réfléchit à la réglementation qu'on peut mettre en place justement au niveau européen. Alors, effectivement, cet amendement a été interprété et il y a eu beaucoup de réactions parce que donc le secteur a compris que cela visait une interdiction du protocole donc de Proof of Work sur lequel se fondent les deux principales crypto-monnaies, sont l'Ether et le Bitcoin. Pour autant, donc, on a vu avec le retrait de cet amendement que finalement, en fait, la volonté du législateur, en tout cas, c'est comme ça que nous le comprenons, était plutôt d'orienter le secteur vers les directives européennes en matière d'environnement. Et de finances durables, notamment. Exactement, et de finances durables. Et donc, en fait, c'est plutôt dans ce sens-là que le Parlement européen, visiblement, aurait l'intention d'orienter la réglementation MiCA et comme ça qu'il faudrait l'interpréter plutôt que de vouloir détruire le Proof of Work. Mais effectivement, les réactions qui ont été suscitées ont été très importantes parce que et c'est ça qui est intéressant, selon moi, dans la rédaction de cette réglementation, c'est que cela met en avant les difficultés qui vont être créées de par la rédaction et la mise en place de cette réglementation. Mais d'ailleurs, justement, vous en parlez au conditionnel, serait mis en place ou autre, parce qu'en fait, ça n'est pas encore figé à l'heure aujourd'hui. Il y a eu un vote et on ne sait même pas encore quelle va être la réglementation finale, réglementation dont je rappelle qu'elle a été initiée il y a 18 mois et on a du mal au niveau européen à se mettre d'accord sur une réglementation des crypto-monnaies. Exactement. Normalement, la Commission européenne est censée proposer un texte à partir du 1er, au plus tard en tout cas, le 1er janvier 2025. D'accord. Donc on a encore... donc texte qui lui sera entré en application pour le coup. Exactement. Oui. Mais le texte est encore en cours de négociation. Et donc là, le Parlement a statué sur une proposition de la Commission européenne qui est sortie en 2020. Et donc le Parlement a donné son avis et a proposé des amendements sur le texte qui a déjà été proposé. Mais le règlement final n'est pas encore publié et toujours en cours de négociation. Mais alors, il a servi à quoi ce vote du 14 mars dont on a effectivement entendu parler à cause de cet amendement en particulier, parce qu'il aurait pu venir remettre en cause l'intégralité, en tout cas pas du secteur, mais des crypto-monnaies les plus connues dans le secteur aujourd'hui, si on n'est pas sur une version finale encore? Tout à fait. Alors, donc, ce vote a permis, c'est dans le cadre de la procédure, en tout cas, d'établissement des textes au niveau européen. Les textes donc, sont proposés par la Commission et ensuite le Parlement revient dessus et propose des amendements. Donc, c'était à l'occasion de cette date, le 14 mars, que le Parlement a voté sur les amendements sur lesquels il avait travaillé. D'accord. Et effectivement, ils ont ajouté puis retiré cet amendement qui, selon le secteur, donc pas à raison vu qu'il a été retiré, mais à raison sur le fondement des oppositions, selon moi, pourrait tuer le secteur. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça favoriserait du coup des acteurs plutôt étrangers. D'accord, oui. Et finalement, ce serait, selon moi en tout cas, contre-productif parce que l'objet de cette réglementation est de protéger les consommateurs et les épargnants européens. Ça veut dire qu'on viendrait interdire purement et simplement des activités donc en lien avec les crypto-monnaies sur le sol européen, mais ce n'est pas pour autant qu'on empêcherait les citoyens européens d'avoir des crypto-monnaies, simplement ils passeraient par des acteurs étrangers. Exactement, parce que les personnes qui sont intéressées par l'achat de crypto-monnaies n'arrêteront pas parce qu'il y a une réglementation européenne. Oui, puis ils n'ont pas attendu la Commission européenne pour passer sur des plateformes effectivement qui ne sont Exactement. pas européennes aujourd'hui. Exactement, oui. Et du coup, ils seraient potentiellement plus soumis à des arnaques et donc en fait, ce régime serait finalement moins protecteur
des citoyens européens, ce qui est le vrai problème de fond. Et ce qui, selon moi, appelle à des remarques sur le régime MICA en général et la lourdeur des procédures qui sont imposées et qui sont peut-être inadaptées par rapport à un secteur émergent. Mais alors, comment on explique ça? C'est une volonté de contrôler absolument un écosystème qui se construit et donc du coup qu'on ne peut pas encore contrôler complètement? C'est une méconnaissance profonde du sujet de la part d'un certain nombre de décideurs politiques? Comment on explique qu'on ait du mal à réglementer et que quand on réglemente, en fait, on en vienne presque à trop réglementer et donc à tuer le projet? Alors, effectivement, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça, mais l'idée, en fait, c'est de vouloir réglementer le secteur des actifs numériques de la même manière que les établissements financiers. Mais le problème, c'est que c'est pas la même chose. exactement, ce n'est pas la même chose. Et en plus, le secteur est émergent et on a beaucoup moins de recul, les opérateurs eux-mêmes, sur ce type de procédure. Et là, en l'état, en tout cas, le règlement MICA impose un certain nombre de règles qui sont extrêmement lourdes et qui finalement conduisent les opérateurs à devoir obtenir presque une sorte d'agrément financier au même titre que des établissements financiers qui sont de la taille de la BNP. Or, une start-up n'a pas une équipe compliance de la taille de celle de la BNP. Est-ce que, alors effectivement, quand on travaille dans ce secteur des crypto-monnaies, on sait qu'il y a un certain nombre de poncifs qui n'ont plus lieu d'être, mais quand on doit réglementer un secteur qu'on connaît mal, on entend très vite qu'il y a un très lourd coût écologique aux crypto-monnaies, que ça peut servir à du blanchiment d'argent, au financement du terrorisme, et j'en passe. Est-ce que vous pensez que ça a joué aujourd'hui sur la décision d'un certain nombre de députés européens qui ont entendu ces idées reçues sur les crypto-monnaies et qui se sont dit, le secteur n'a pas évolué depuis sa création, donc ça nous fait peur, donc on n'y va pas ou on réglemente à outrance? Alors, justement, l'enjeu de cette réglementation est justement toute... C'est l'inverse, pour le coup. Exactement, oui. Et si vous voulez, en fait, le but de ces négociations, c'est justement de devoir trouver, et c'est là que le secteur intervient, et c'est intéressant à mon sens, un juste équilibre entre ne pas brider l'innovation européenne et ne pas faire en sorte que l'Europe se retrouve encore à la traîne derrière les États-Unis en matière dans ce secteur de la blockchain. Et États-Unis qui ont annoncé d'ailleurs vouloir accélérer sur le sujet. Alors on ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais on sait que Joe Biden a annoncé vouloir accélérer sur la réglementation des crypto-monnaies et vouloir en même temps avancer sur un dollar numérique. Alors c'est deux choses différentes effectivement, parce qu'il y en a un qui serait émis par une banque centrale, mais il y a en tout cas cette volonté politique aux États-Unis d'accélérer sur le sujet. Tout à fait. Ils sont beaucoup plus, en tout cas ils ont une approche plus équilibrée, plus crypto-friendly, et justement l'enjeu, c'est de ne pas faire en sorte que la réglementation européenne soit à la traîne à ce niveau-là, mais en même temps, prendre en compte donc, à la fois les enjeux des opérateurs et des consommateurs. Mais il y a une réalité, par exemple, vous parliez de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ça, pour le coup, c'est un élément sur lequel on ne peut pas faire l'impasse parce que la réglementation est obligée de passer par là. Et c'est un peu en ce sens que le législateur français à orienter sa réglementation, puisque le PSAN, donc le statut de prestataire de services sur actifs numériques aujourd'hui, est essentiellement orienté vers la LCBFT. Alors, LCBFT, pour ceux qui nous, oui, qui nous, donc qui la nous écoutent. LCBFT, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Mais l'agrément, si vous voulez, reste optionnel. Donc, c'est-à-dire que toutes les exigences de MICA, notamment en matière de contrôle prudentiel, de vérification des conflits d'intérêts, de mise en place d'audits informatiques au sein de la société, sont optionnelles en France. D'accord. La procédure est beaucoup plus orientée. Alors là même qu'on a une des réglementations les plus drastiques au niveau européen. Exactement. D'accord. Et en fait, d'ailleurs, à ce sujet, le régulateur européen s'est beaucoup inspiré de la réglementation française, mais n'a pas pris en compte ce côté optionnel qui est aujourd'hui le cadre français et imposerait en tout cas un règlement et des exigences qui sont extrêmement lourdes pour les opérateurs et qui potentiellement ralentiraient l'évolution du secteur et qui pose problème aujourd'hui. Alors pour finir, donc, on n'aura pas le temps forcément de parler des NFT, mais qui sont également cités dans cette réglementation et
parfois on peut se poser la question de savoir si le sujet est bien traité. On a parlé du vote du 14 mars, donc vous nous disiez qu'effectivement en 2025 il faut avoir un texte définitif. On a l'impression qu'il y a encore du chemin. Je lisais par exemple que le Conseil européen et le Parlement européen ne sont pas encore d'accord sur ce qui pourrait avoir le rôle de gendarme numérique du Bitcoin. Ils ont chacun leur institution en tête. Là concrètement, les prochaines étapes après ce vote du 14 mars, qui du coup n'est pas le vote définitif, quelles sont-elles, Clara Zerbib? Donc là, le texte va être revu. Il y a donc une sorte d'aller-retour entre les institutions européennes. Mais effectivement, la procédure devrait durer, donc sachant que la date du 1er janvier 2025 est une deadline, mais il est possible que le texte sorte avant. D'accord. Ouais. Normalement, la première date était 2023, ensuite on a dit 2024. Donc les évolutions, effectivement, il y a encore un certain nombre de débats à avoir. Donc on peut revenir sur des questionnements de savoir si on interdirait par exemple le proof of work ou là c'est validé. Justement, ils sont revenus vu que l'amendement n'est pas sorti tel quel, et aujourd'hui il est rédigé de façon à ce qu'il y ait écrit que le secteur justement s'oriente vers les directives européennes en matière environnementale et de finances durables. Ce qui est tout à fait louable d'ailleurs, mais donc l'objectif du secteur est, donc dans le cadre de ces négociations, est bien d'insister sur le fait qu'il ne faut pas mettre des limites qui soient trop importantes, parce que justement ça pourrait nuire au secteur lui-même et donc aux opérateurs et aux consommateurs in fine. Merci beaucoup Clara Zerbib. Je rappelle que vous êtes avocate spécialisée donc, sur les sujets blockchain et crypto-monnaie au sein du cabinet Orwell. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.